Bonjour. 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 Bonjour, Sabrina. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Moi, ça prend pas. Attends, je vais checker ça. Peut-être juste le projecteur avant d'arriver. Non, ça doit être Ah, ça va être celle-là pour le projecteur. C'est Ouais, c'est ça, pour le projecteur. Non, ça vient. Ah, pas descendre. En français ou en anglais? En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son tour de juge. J'ai affiché un carton pour le 10, le 5 et le 2 d'honneur et le 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous n'êtes coupé en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant le juge se nommer. Vous pourrez ensuite écouter votre présentation. Jérôme Lacroix, Groupe Investors. Caroline Abois, fiscaliste. Faible en temps, fiscaliste. François Lazare, fiscaliste. Donc, monsieur, vous avez connu du succès en vous lançant en entreprise. Et puis, vous avez maintenant certaines questions fiscales par rapport à votre entreprise, à votre situation personnelle à vous et à celle de vos fils. Donc, notre équipe avons travaillé en synergie tout au long du mandat pour essayer à établir des solutions qui répondront à vos besoins. Donc, je présente mon équipe, Sabrina Sicard-Charette, Samuel Bouillard et moi-même, Benjamin Réguin. Donc, la présentation sera présentée comme suit. Nous allons commencer par traiter des points qui sont liés à votre entreprise Beaumeuble Inc. Traiter des points plus du côté de vos impôts personnels à vous. Traiter de ceux de vos fils Yvan, Jacques et Marc-Antoine. Et finir avec un récapitulatif. Donc, pour faire cela, nous savons que vos attentes sont de minimiser les incidences fiscales le plus possible. Donc, nous avons fait cela en essayant le plus de diviser la répartition des impôts, en différant le plus possible l'imposition dans le temps, en utilisant toutes les déductions possibles pour vous. Donc, avant de commencer avec le premier volet de présentation qui porte sur les sociétés Beaumeuble, j'aimerais apporter le point qu'actuellement, nous sommes le 5 janvier 2015, ce qui veut dire que vous reste environ moins d'une trentaine de jours là, pour payer les impôts, étant donné que votre société est une société privée sous contrôle canadien. Ce qui veut dire que le paiement de vos impôts doit être fait au plus tard le 31 janvier, et pour ce qui est de votre déclaration fiscale, doit être faite au plus tard le 28 février 2015. Donc, cette date approche rapidement. Il serait donc préférable de mettre l'emphase sur ces deux aspects-là pour éviter toute pénalité et intérêt à faire. Si on continue. Vous avez acquis beaucoup de biens au cours de l'année. Vous n'étiez pas trop certain, par contre, de la façon dont vous deviez les traiter, côté amortissement et tout. Donc, la façon dont je vais procéder, je vais passer à travers chaque bien dont vous avez acquis. Et pour ça, je vais, dans le fond, traiter des traitements fiscaux et vous mentionner la DPA auquel vous avez droit. Si on commence avec le bâtiment que vous avez acquis concernant la fabrication de meubles, la DPA auquel vous avez droit est un pourcentage de 10 étant donné qu'il s'agit d'un immeuble qui va être utilisé à 100 pour des fins de fabrication. Ce faisant, la DPA auquel vous avez droit sur cet immeuble-là est de 48 750 $. Évidemment, on a pris en considération la règle du demi-taux qui s'applique. Pour ce qui est de la machine que vous aviez acquise, encore une fois, vous l'utiliseriez pour faire la fabrication et transformation de meubles. On a, dans la loi, dans le fond, on a une catégorie spéciale pour tout ce qui s'applique à la fabrication et à la transformation de meubles. Dans ce cas-ci, ce serait la catégorie 43, qui est un taux de 30 pardon. Encore une fois, on a pris en considération la règle du demi-taux. Par contre, vous avez mentionné qu'en mars 2014, vous avez disposé d'un bien qui était dans cette catégorie-là. Toutefois, elle n'a pas été fermée étant donné qu'on calcule seulement la DPA à la fin de l'année, qu'à la fin de l'année, il y avait toujours un bien dans cette catégorie-là. On continue. Pour ce qui est de des automobiles que vous avez achetées pour être à la disposition de vos employés, de vos deux vendeurs, vous en avez acheté deux, soit une Honda et une Civic.
Ce que vous devez savoir, c'est qu'il s'agit dans ce cas-ci d'une voiture de tourisme. Donc, il y a une catégorie fiscale distincte dans la loi pour celle-là. C'est la catégorie 10.1 et vous avez le droit à un taux d'amortissement de 30 Par contre, la limite de cette catégorie-là est de 30 000 plus TPS TVQ. Va avoir un impact sur le DI qui avait une valeur d'achat de 49 000 Donc, on a dit à limiter à 30 000 plus TPS TVQ. Et la DPA totale que vous avez droit sur ces deux biens-là est d'un total de 10 003 Maintenant, on a fait le tour des biens dont vous avez acquis. Vous avez mentionné certaines dépenses pour lesquelles vous ne saviez pas si elles étaient déductibles ou non. Malheureusement, on n'est pas en mesure de vous donner le montant total d'impôts à payer sur ces déductions-là, étant donné qu'il y a certaines informations qui nous manquent. Mais on va quand même passer à travers chacune de ces dépenses-là pour voir quel est le traitement fiscal qui s'applique. Si on commence avec le salaire de votre femme, Mme Ritournelle, vous nous avez mentionné qu'elle travaillait environ 10 heures par semaine pour un salaire annuel équivalent à 48 000 Ce qu'il faut savoir, c'est que ça se peut que cette dépense-là ne soit pas considérée comme raisonnable par la loi de l'impôt sur le revenu et toute dépense non raisonnable n'est pas déductible. Par contre, vous avez aussi mentionné que, éventuellement, votre femme pensait revenir au travail. Donc, pour éviter que cette dépense-là, à chaque année, soit peut-être refusée si jamais l'ARC ou Revenu Québec faisait une vérification, ça pourrait être peut-être une bonne façon d'intégrer votre femme dans la société pour éviter que cette dépense-là ne soit pas déductible. Pour ce qui est de l'assurance que vous avez contractée pour couvrir l'emprunt sur l'achat de vos machines, c'est possible de les déduire dans la déclaration de votre revenu parce que c'était exigible par la banque. Toutefois, le montant qui va être déductible va être limité à la portion qui couvre le prêt, soit 750 000 L'autre partie est considérée plutôt comme une dépense de titre personnel. Si on regarde le compte publicité et promotion, il y a plusieurs choses qui se retrouvent dans ce compte-là. Tout d'abord, concernant les soupers de la Fondation, vous avez mentionné qu'il y avait certaines dépenses qui étaient pour faire un don à la Fondation en question. Cette somme-là est déductible à 100 sans problème. Toutefois, côté état financier, ce serait peut-être bon de penser à le reclasser, question de fournir des meilleures informations financières aux lecteurs. Pour ce qui est des soupers, ceux-ci sont seulement déductibles à 50 vous avez fait aussi un autre don d'une valeur de 7 000 à un organisme de bienfaisance. Encore une fois, cette somme-là est déductible à 100 Et tous les frais de publicité que vous avez encourus sont aussi déductibles à 100 pour un montant total déductible de 44 510 Pour ce qui est du congrès, vous avez mentionné que vous êtes allé à Toronto pour un congrès en lien à la fabrication de meubles. Il est possible de déduire cette somme-là. Par contre, toutes les dépenses de repas sont déductibles à 50 On n'avait pas en notre possession la valeur de ces repas-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez faire votre déclaration fiscale, il faudrait vraiment déterminer la valeur de ces repas-là. Toutefois, si la valeur n'est pas prise en considération, n'est pas mentionnée dans les totals que vous avez payés, la loi vous permet de déduire un montant équivalent à 50 par jour. Pour ce qui est des bouteilles de vin que vous avez payées à vos clients, il est possible de les déduire étant donné qu'il s'agit d'une dépense que vous avez faite pour conserver les relations d'affaires avec vos clients et dans le but, dans le fond, d'engendrer un revenu d'entreprise. Quant aux frais de déplacement, l'hébergement et les déplacements que vous avez payés pour vos vendeurs qui étaient à l'extérieur de la ville sont déductibles. Quant au repas, par contre, il y a une limite qui est permise par la loi, un montant de 17 par repas pour un total par jour maximal de 51 on ne possédait pas la somme en question pour... Ah non, c'est pas vrai, pardon, excusez-moi. On possédait la somme que vous avez payée pour les repas pour ces événements-là. Par contre, en moyenne, si on divise le montant total par le 17 ça fait environ 256 repas par année. Chose qu'on trouve que peut-être est un peu élevé. Donc, ça serait de vérifier si, dans le fond, les repas là, que vous avez engagés pour ces événements-là, pour ces déplacements-là, respectent cette limite de 17 par jour. Pour ce qui est de l'allocation pour le véhicule que vous prêtez à vos employés, ce qu'il faut savoir, c'est que si la dépense est déductible, c'est qu'elle doit respecter une des deux conditions suivantes. Soit que l'allocation qui est donnée, qui est payée par contre à vos employés, oh, non, pardon, je me trompe ici, c'est pas vos employés, non, par contre, ont utilisé leur propre voiture pour aller rencontrer des clients et tout. Donc, vous leur payez une allocation, chose qui fait plus de sens ici. Donc, le montant que vous pouvez déduire à ce moment-là, c'est soit
le montant qui est respecté par le taux prescrit, soit 54 sous par kilomètre pour les 5 000 premiers kilomètres ou 48 sous par kilomètre pour les kilomètres excédents. L'autre façon qui est possible de déduire aussi cette dépense-là, c'est si le montant de location a été imposé personnellement par l'employé qui reçoit cette allocation-là. Actuellement, on ne peut pas savoir si l'employé en question s'est imposé sur cette somme-là. Par contre, on a fait une moyenne et actuellement, vous versez une allocation de 60 sous par kilomètre, chose qui dépasse le taux prescrit par règlement. Donc, quand vous allez faire votre déclaration fiscale, il serait important de vous assurer que ce montant-là soit, seulement la somme, soit prescrit par règlement, le 54 sous ou le 48 sous selon le nombre de kilomètres, soit respecté, l'excédent n'étant pas déductible, ou vous pouvez déduire à 100% si, encore une fois, ça respecte, vos employés se sont imposés sur la somme en question. Pour ce qui est de votre situation, Monsieur Denis, vous avez demandé de vous conseiller, de voir quels étaient les impacts sur les montants que vous avez reçus au cours de l'année. Si on regarde ici, premièrement, vous avez reçu un dividende imposable, qui est un dividende autre que déterminé. Une fois qu'on le majore, ça nous donne un dividende imposable d'environ 114 000 $. On a aussi remarqué que dans les états financiers de votre société, il y avait un avance à l'actionnaire qui était d'un montant de 35 000 $ et cette somme-là se trouvait dans le bilan au cours des deux dernières années financières. Donc, malheureusement, vous devrez vous imposer sur cette somme-là, étant donné qu'elle n'a pas été remboursée. On peut calculer l'impôt de base et les crédits afférents à votre situation, ce qui vous donnerait un impôt total de pays de 40 000 $ environ. Ça, c'est selon la situation actuelle. Par contre, on a regardé les autres soldes fiscaux de votre société et on a déterminé deux choses en particulier. La première chose en question, c'est que votre compte de dividende en capital possédait un solde assez élevé. Donc, quand que vous versez un dividende, il serait toujours avantageux de considérer cette option-là pour que le dividende que vous recevez ne soit pas imposable. Advenant que vous auriez versé votre dividende de 97 000 $ cette année, il n'y aurait aucune somme imposable dans vos mains. On a aussi remarqué que votre solde de CRTG était positif, ce qui veut dire que vous avez la possibilité de vous verser un dividende déterminé, chose qui est beaucoup plus avantageuse selon ce que la loi permet. Si on regarde, on a les mêmes types d'éléments imposables, sauf que les éléments relatifs aux dividendes changent. L'impôt total afférent à cette situation-là, soit de se verser un dividende déterminé, serait un montant total de 34 000 $ environ, ce qui fait en sorte qu'environ une différence de 6 000 à 7 000 $ avec la situation actuelle, donc l'imposition sur un dividende autre que déterminé. Ce qu'on vous recommande à ce niveau-là, c'est quand vous versez un dividende, soit considérer l'option du dividende en capital ou de considérer, si votre solde de CRTG le permet, de vous verser un dividende déterminé puisque c'est plus avantageux. Par la suite, vous nous avez mentionné que vous vouliez vendre à vos enfants votre entreprise. Par contre, on sait que la plupart de vos enfants ne sont pas nécessairement intéressés à acheter l'entreprise tout de suite, sauf un. Donc, on vous a quand même présenté l'option, si jamais vous vendez à un étranger, quels seraient les impacts fiscaux de cette transaction-là. Donc, le produit de disposition qui serait de 2 millions, qui a été évalué par un évaluateur que vous avez trouvé. Par la suite, le PBR, qui était le montant que vous avez payé pour vos actions, qui va dans le fond vous donner un gain en capital de 1 999 000, pour lequel vous allez avoir droit à la déduction pour gain en capital. Bien entendu, il y a des conditions qu'il faut respecter pour y avoir droit. Si vous avez des questions là-dessus, on pourrait y revenir par la suite. Ce montant-là est réduit par le montant que vous avez pris de perte déductible au titre de placement d'entreprise, pour donner un gain en capital total final de 1 224 000 $. Donc, ce qui est quand même avantageux, qui vous donnerait un montant de 900 000 en main à la fin. Par la suite, ce qui vous intéressait, c'était peut-être plus de trouver des incitatifs pour intégrer Yvan dans votre entreprise. Donc, premièrement, c'est sûr, on peut émettre des options d'achat d'actions qui vont permettre de rentrer Yvan dans votre entreprise et par la suite, peut-être que ça va lui donner le goût d'acheter l'entreprise et de continuer l'entreprise familiale. Par contre, cette option-là ne va pas permettre de faire l'achat à Yvan parce que vous allez rester actionnaire au fur et à mesure de l'entreprise. Par la suite, on pourrait faire la vente directe à Yvan. Donc, il y aurait les mêmes conséquences fiscales qu'on avait un peu plus haut pour la vente à un étranger. Par contre, c'est sûr qu'il y a une grosse mise de fonds qu'il va falloir que Yvan mette pour pouvoir faire cette option-là. Donc, on parle de 2 millions de $. Par la suite, on a la vente graduelle. Si on peut faire la prochaine photo aussi.
la vente graduelle qui va vous permettre au cours des 5 prochaines années de vendre votre entreprise à Yvan de façon graduelle. Donc vous allez garder le contrôle au cours de toutes ces années-là. Puis en plus, c'est un moyen qui est assez incitatif pour lui puisqu'il va avoir des actions de plus en plus au cours des années qui va à la longue lui donner le contrôle. Donc la mise de fonds va être minime, ce qui veut dire presque rien dans le fond. Et puis c'est graduel, comme je disais un peu plus tôt. Donc si on continue, notre recommandation c'est vraiment d'y aller avec cette opportunité-là, selon votre situation. Donc pour l'instant, votre entreprise, ça ressemble à ça ici environ. Si on continue, les étapes pour faire la vente graduelle, ce serait dans le fond de faire le transfert des actions que vous détenez en contrepartie d'actions privilégiées qui vont avoir les mêmes valeurs, les mêmes attributs fiscaux que ce que vos autres actions avaient déjà. Ensuite, on va émettre des nouvelles actions pour lesquelles vous allez souscrire un certain montant et Yvan va souscrire à l'autre partie pour lui donner un montant de 20% pour la première année, ce qui va lui donner quand même un certain poids dans l'entreprise malgré que vous gardiez le contrôle. Donc par la suite, ça va vous donner une structure d'entreprise qui va ressembler à ça ici. Ça a l'air assez complexe comme ça, sauf que dans le fond, c'est juste qu'on a ajouté des actions privilégiées qui ont les mêmes attributs fiscaux que vos anciennes actions. Puis on a émis une nouvelle catégorie d'actions qui est séparée en deux entre vous et Yvan. Donc Yvan détient 20% de ces actions-là et vous 80%, ce qui fait que vous gardiez le contrôle. Bien entendu, il faut mettre en place une clause de réajustement de prix au cas où l'Agence du revenu du Canada revienne par la suite ou Revenu Québec pour contester le montant de la transaction qui a été faite pour le 2 millions de dollars. Par la suite, vous nous avez mentionné aussi que vous vouliez transférer de façon équitable dans l'entreprise. Donc, on vous suggère de faire un testament à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des ventes, on a remarqué aussi que vous aviez transféré un immeuble à votre femme, puis elle avait acheté aussi des actions d'une entreprise avec l'argent que vous lui avez donné. Ce qui fait que cet argent, les revenus qui vont être tirés de ces montants-là qui ont été donnés devront vous être réattribués. Par contre, au niveau de Pierre, qui est maintenant un enfant majeur au cours de cette année, en 2015, l'immeuble que vous vouliez lui donner, les règles d'attribution ne s'appliqueront pas. Donc, si on peut continuer, l'impact que ça va avoir au niveau de Jacinthe, des montants que vous avez donnés à Jacinthe, ça, c'est les revenus qui vont être réattribués, dans le fond, à Pierre. Donc, on parle quand même d'un montant de 42 000 pour 30 000 pour 2014, 12 000 pour 2013, qui est assez gros. Au niveau de la récupération, on n'avait pas l'information pour faire le calcul. Si on peut continuer. Donc, le bon choix, la bonne planification qui aurait été à faire, ça aurait été de faire un prêt, de payer les intérêts avant les 30 jours, après la fin de l'année. Et puis de faire aussi le transfert à la JVM, puisque entre conjoints, il y a un transfert automatique qui est fait à votre femme au coût. Donc ça implique aussi les règles d'attribution. On vous recommande aussi une divulgation volontaire pour les années précédentes. Si on peut continuer. Ensuite, pour Yvan, excusez-moi, dans le fond, ça c'est pour le fils d'Yvan. Donc à ce niveau-là, il va avoir un don, donc le transfert va être fait à la JVM va être réputé être fait à la JVM par la loi de l'impôt. Donc il n'y aura pas de règle d'attribution. Les impacts probables par contre pour Yvan, c'est un gain en capital, une récupération d'amortissement ou probablement une perte finale, dépendamment des montants en cause. Donc, votre fils Jacques vous laisse partir en affaires. Présentement, il détient une entreprise individuelle et vous voulez savoir les avantages de s'incorporer. Donc, on vous présente ici trois grands aspects qu'il faut tenir en compte. Soit le risque, gestion des pertes et l'imposition. Donc, on voit qu'avec une société par action, le risque est limité à le montant qui est investi dans la société. Pour ce qui est des pertes, ils peuvent être utilisés, reportés, un petit peu comme ce qui est pour les individus, sauf qu'il va être limité aux revenus gagnés durant l'année. Et pour l'imposition, ça va être fait dans une déclaration distincte, chose que pour l'entreprise individuelle doit être fait dans la déclaration du particulier lui-même. Donc si on poursuit, on a comparé ici l'impôt qui serait à payer, voir si ça valait vraiment la peine pour Jacques de partir d'une société par action. On voit qu'il y a un montant de 60 000 $ d'économie d'impôt qui peut être fait. Chose à prendre en compte, on a pris pour hypothèse que la société qui serait créée serait une SPCC puisque votre fils Jacques est résident du Québec et n'est pas étranger, donc la société serait une SPCC. C'est un taux d'imposition de 19%. Si on poursuit, vous vouliez savoir comment faire ça. Donc vous avez deux grandes options. Soit une vente directe qui cause plusieurs impacts fiscaux négatifs, ou soit un transfert avec l'article 85. Donc avec cet article-là, on pourra effectuer un roulement
libre d'impôt sur la plupart de vos biens et certains biens devront être transférés sans effectuer de roulement. Si on poursuit, on peut poursuivre encore. On peut poursuivre encore, donc c'est le détail du transfert. Vous avez dans le fond, Jacques a prêté de l'argent à Martin et Martin fait faillite, donc cela va engendrer une perte déductible au titre de patrimoine d'entreprise qui pourra être déduit à 50%. Donc 10 000 $ peut être déduit contre tout type de revenu que Jacques va avoir durant l'année. Ensuite, Marc-Antoine voulait dans le fond travailler pour une entreprise par l'entremise d'une société par action, ce qui lui permettrait d'économiser de l'impôt. Par contre, tout dépend de certaines conditions, entre autres le lien de subordination qui se définit aussi par le contrôle, le risque financier, les outils de travail. Donc, dépendamment si à la fin du contrat, s'il a terminé ses engagements, est-ce qu'il va recevoir sa rémunération? Est-ce qu'il y a un risque financier à ce niveau-là? Est-ce qu'il est vraiment un employé ou c'est une entreprise pour laquelle il va avoir un risque d'entreprise normale? Donc, si ce n'est pas une entreprise, et ce serait considéré comme un salaire habituellement, donc l'imposition va être beaucoup plus grande et à la fin, une fois que vous allez avoir obtenu votre montant dans vos mains, l'imposition va être beaucoup plus grande. Ça, c'est seulement l'imposition au niveau de la société qui serait créée. Donc ensuite, les revenus qui sont réinvestis dans cette société-là vont être imposés au gros taux, un impôt qui est remboursable. Donc, pour conclure, nous allons présenter diverses méthodes qui vous permettront donc d'ajuster les différents montants pour la société et de régler différents problèmes. Donc, si jamais vous avez des questions, nous sommes prêts à y répondre. Merci. Pour le transfert des actions, vous décidez de faire une conversion, je ne sais pas trop. C'est quel article vous pensez utiliser pour faire ça? C'est ça, dans le fond, on va passer à l'article 85. On va transférer les actions que M. détient en pleine valeur pour geler la valeur de ces actions dans les actions privilégiées. Okay. Par la suite, allez-y. Par la suite, c'est ça, donc la valeur d'entreprise sera minimale. À ce moment-là, votre fils, Yvan et vous-même pourront acquérir des actions à un prix très faible. Donc on souscrit, c'est ça? Exactement. OK. Exactement. Si Jacques et Marc-Antoine en veulent des actions dans 5 ans, puis moi puis Yvan on a déjà souscrit, on fait quoi? Il y a toujours la possibilité de refaire la même planification, de mettre des nouvelles actions privilégiées, des nouvelles actions ordinaires pour... OK, donc on fait un gel d'actions privilégiées, puis là, après ça, je vais faire racheter au fur et à mesure. C'est ça, donc plus que vous voulez partir à la retraite, on dit que d'ici 5 ans, on sera à la retraite et ce sera Yvan qui aura les actions. Si jamais vos deux fils veulent embarquer, dans ce moment-là, on pourra faire une planification et adresser la situation. Puis si mon fils, mettons, Yvan, il veut prendre sa déduction pour gain en capital dans les prochaines années, comment on fait pour s'assurer qu'on va avoir le statut de l'admissibilité? Donc, c'est ça, donc il y a 3 conditions qu'il faut respecter. C'est vrai qu'au moment de la disposition des actions, 90% de la juste valeur des actifs. Comment on fait pour respecter ça? Dans le fond, c'est avec le bilan qu'on va avoir. Donc, dans le fond, on a regardé votre bilan. Présentement, vous respectez vos valeurs comptables, mais dans 5 ans, pour s'assurer que vous respectez, il faudrait voir la valeur comptable des actifs. Il y a plusieurs méthodes. Dans le fond, on peut soit les vendre, les placements, puis les actifs non admissibles pour payer les fournisseurs. On peut faire une autre planification qui est assez complexe, un rachat croisé. Il y a plusieurs choses comme ça qu'on met. OK, vous m'avez parlé concernant Jacques, mais Yvan. Non, pas Yvan, Jacques, excusez. Toujours. J'aimerais vous parler le prêt, la créance de 20 000 $ qu'il a fait à son ami, là, qui n'a pas été remboursé. Vous me dites que ça pourrait être considéré comme perte au titre de placement d'entreprise. Okay, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Y a-t-il quelque chose qu'il faut que je fasse de particulier pour que ça se qualifie ou c'est automatique que la perte va se qualifier? Dans le fond, puisque c'est une faudrait que la société que vous avez prêtée, c'est une société canadienne. J'ai prêté à un particulier. J'ai prêté à mon ami. J'ai pas prêté à une société. OK, pardon, dans le sens, on avait cru que c'était une société que M. Martin détenait. Dans le fond, ce montant-là sera perdu, malheureusement. OK, pas se qualifier de perte au titre de placement d'entreprise? Non. Parce que ça doit seulement être fait sur des applications de SEPE ou une créance de recouvrable sur SEPE. Parce que c'est un particulier, il ne peut pas se qualifier comme une SEPE, donc non, que des TPE. Par contre, ça va tout de même être une perte en capital qu'il faut pouvoir utiliser contre vos gains en capital. OK, parfait, merci.
J'ai une question pour le prêt. Vous avez mentionné que l'avance actionnelle de 35 000 va être inclus dans mon revenu. Il faut que je l'inclue cette année en 2014? Ça va être en 2013 par contre. Donc, Okay. il faut revenir en arrière dans l'année où le prêt a été fait pour inclure le prêt. Okay. Puis quand je vais rembourser le prêt, si je le rembourse un jour, qu'est-ce qui va se Il passer? va y avoir une déduction au même montant. Okay. T'as-tu d'autres questions? Moi, j'ai une petite dernière, moi. Si les fils s'incorporent, là, puis qu'ils sont aussi actionnaires dans ma compagnie, y a-tu de quoi par rapport qu'il faudrait que je pense par rapport à ça? Mais si vous faites justement la planification dont vous parlez, puis vous Ouais. passez par l'entreprise d'une société, vous n'allez pas pouvoir, dans le fond, sortir de contrepartie autre qu'en action. Puis mettons que Marc-André ou Marc-Antoine, je sais pas trop, il détient des actions dans Beaumeuble, puis il est incorporé aussi, il se passe quoi? C'est sûr qu'à ce moment-là, les sociétés vont probablement être associées, donc il faudra faire un partage du plafond des affaires. Donc la DPA doit être divisée entre les deux sociétés. Merci. Fait. Merci beaucoup.